Je vais vous parler de la question du nihilisme chez Nietzsche. Donc, c'est une question, un problème, un thème qui évidemment a été très souvent abordé et par certains philosophes très importants comme Heidegger, par exemple, qui essentiellement bâtit sa lecture de Nietzsche autour du thème du nihilisme. Donc, c'est un terrain que j'occupe qui est déjà assez bien débattu, hein, qui est assez bien occupé déjà, mais j'espère pouvoir éclaircir la question d'un point de vue nouveau. Et donc, je prends l'occasion de réfléchir à ce concept afin de mettre à l'épreuve une grille de lecture pour la lecture de Nietzsche en général, pour l'interprétation de Nietzsche en général. Donc la situation avec le concept de nihilisme chez Nietzsche est assez particulière dans le sens où il y a presque un consensus sur l'importance du concept dans sa pensée. Mais le mot, le terme en tant que tel, on le trouve à peine une dizaine de fois dans son œuvre publiée. Et donc, presque tous les contextes où il aborde, où il développe le terme se trouvent dans ses notes, hein, dans son œuvre posthume. Et donc, ça crée la situation suivante, c'est qu'il y a tout un ensemble d'interprètes de Nietzsche, de lecteurs de Nietzsche, qui lisent Nietzsche à travers le concept, le problème du nihilisme, et se basent sur ses notes, hein, c'est-à-dire son œuvre non publiée, son œuvre posthume. Et donc ça me paraît douteux herméneutiquement pour plusieurs raisons. Hein. Donc on peut, dans le contexte de Nietzsche, plus que probablement aucun autre philosophe de l'histoire de la philosophie, il y a cette situation où le volume de son œuvre, c'est-à-dire le volume de matériel non édit, dépasse de 4 ou 5 ou 6 fois son œuvre publiée. Et donc, il y a la vaste majorité de son œuvre est constituée par ces carnets de notes qui n'étaient pas destinés à la publication. Donc, il y a eu, j'imagine, si vous vous intéressez à Nietzsche, que vous savez qu'il y a eu quelque chose d'assez scandaleux au niveau de l'édition de son œuvre, où ce que sa sœur, avec des motivations idéologiques assez évidentes après sa mort, a compilé une sélection de ses carnets de notes. Il l'a publié sous le titre de La volonté de puissance. Pendant des générations, c'était le livre principal à partir duquel on avait une connaissance de la pensée de Nietzsche. Or, c'est un montage, comme je dis, idéologiquement teinté de sa pensée qui donne un aperçu qui est assez déséquilibré de sa pensée. Donc, c'est par la voie de ce montage que Nietzsche a pu être approprié par les nazis, essentiellement. Donc, il y a cette histoire problématique de l'édition de la pensée de Nietzsche qui se rattache à un choix sélectif partial de son œuvre non publiée afin de monter une interprétation de Nietzsche qui est colorée à de fins non conceptuelles, à de fins non philosophiques. Tout ceci pour dire que la présentation que je vais faire du concept de nihilisme, je vais la faire sur la base principalement de ce qu'on trouve dans ses ouvrages publiés. Et donc, il y a 2 paragraphes de Le Gai Savoir, plusieurs paragraphes de La généalogie de la morale. Et c'est essentiellement dans ce contexte-là qu'on a, dans son œuvre publiée, une discussion du nihilisme. Et donc, c'est un concept, je dirais, qui est important pour Nietzsche, mais c'est loin d'être le concept central de sa pensée. Donc, c'est un concept où je saisis l'occasion, comme je dis, de mettre à l'épreuve une certaine la grille de lecture pour Nietzsche que je suis en train d'élaborer. Et c'est donc intéressant dans la mesure où il y a cette complexité de ce concept en particulier, donc j'y reviendrai à l'instant, où il y a 2 dimensions assez distinctes du concept
qui fournissent l'occasion pour réfléchir au projet philosophique de Nietzsche en général de façon privilégiée. Donc, ça, c'est un peu l'optique dans laquelle je vais présenter le concept. La grille interprétative que je vais suggérer, donc je peux en faire l'esquisse autour de 4 traits caractéristiques. Donc, le premier trait caractéristique, ça se rattache à la forme d'expression de Nietzsche, donc la façon qu'il utilise le langage et la conceptualité. Et ce qu'on trouve chez Nietzsche, donc, c'est ce que je veux décrire comme une indétermination sémantique. Alors, il y a, pour une raison conceptuellement motivée, un niveau d'indétermination de son discours qui est tout à fait inusité pour un discours philosophique. Donc, Nietzsche résiste à l'idéal de maintenir un discours univoque. Et donc, son discours est, d'un bout à l'autre, un discours qui vise à être plurivoque, qui vise à se donner à des interprétations, au moins binaires et souvent au pluriel. Donc, il y a cette dimension de l'indétermination de sa pensée qui est le pendant du perspectivisme de Nietzsche. Donc, c'est rattaché à un des points fondamentaux de son attitude philosophique. Donc, c'est le premier trait caractéristique qui sera pertinent dans la réflexion sur la question du nihilisme. Il faut s'attendre, lorsqu'on lit Nietzsche, à avoir un texte qui est ouvert à plus qu'une interprétation. Et si on en vient à une lecture où on croit qu'on a une interprétation univoque, c'est qu'on n'a pas compris. C'est un peu ça le principe. Donc ça, c'est un premier trait caractéristique de sa perspective, de son attitude philosophique, si vous voulez. Les 3 autres traits caractéristiques, je les décrirais en fonction d'une image, hein, de variation sur une métaphore. Et donc, les 3 consistent à, c'est-à-dire, c'est des façons d'expliciter les motivations philosophiques et conceptuelles de sa pensée, hein, les objectifs profonds de sa pensée. Et les 3, je peux les exprimer en fonction de l'image de la volonté de s'échapper d'un état de captivité. Et donc, le premier, ce serait la captivité par ce que Heidegger décrit comme l'ontothéologie. Donc, l'ontothéologie, c'est un thème que Heidegger développe en partie dans le contexte d'une réflexion sur Nietzsche. C'est rattaché à la volonté à la tentative de Heidegger de détruire la tradition de la métaphysique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on peut récupérer la tradition de la métaphysique à part l'oubli de l'être. Et le modèle de l'ontothéologie, ça consiste dans une structure qui, on peut la trouver avec différentes variantes, mais des structures comme celle entre l'apparence et la réalité, comme entre le sensible et l'intelligible, entre la surface et le profond, ainsi de suite. Et donc, une des volontés profondes de la pensée de Nietzsche consiste à vouloir s'échapper de la captivité de ce modèle ontothéologique. Donc, c'est un modèle pour Heidegger qui nous permet de rattacher l'ontologie, la théologie et la logique autour d'un ensemble de présuppositions qu'on a de raisons philosophiques, ontologiques, herméneutiques de vouloir résister. Donc, il y a cette volonté qu'on trouve chez Nietzsche. Ça se manifeste de différentes façons, mais c'est un des traits caractéristiques de sa pensée telle que je la comprends. Une des manifestations concrètement qu'on voit cette volonté de s'échapper à cet état de captivité, c'est dans son concept de l'illusion, hein, dans sa façon de penser au lien entre le vrai et le faux, hein, entre la réalité et l'illusion. Alors, du point de vue de Nietzsche, on doit se défaire de l'idée qu'il y a une dichotomie ou une dualité entre le vrai et le faux, et qu'on doit en venir à concevoir ce que c'est que d'être vrai, ce que c'est que d'être réel,
comme étant conditionné par ce qui est faux et ce qui est illusoire. Donc ça, c'est une des façons qu'on voit la manifestation de cette volonté de se défaire du modèle ontothéologique, de l'orientation ontothéologique. Donc c'est un deuxième trait caractéristique. Un troisième trait, donc un deuxième état de captivité, si on veut, on peut le décrire, et là j'emprunte l'idée de Charles Taylor, qui lui l'emprunte de Wittgenstein, c'est l'idée de l'image épistémologique. Et donc il y a cette notion que la pensée, même l'expérience quotidienne, irréflexive, est dans un état de captivité d'une certaine optique qui fait en sorte qu'on suppose qu'on existe comme une intériorité, comme une conscience intérieure, qui fait une expérience d'une réalité extérieure à notre conscience. Donc, ça correspond philosophiquement à la dichotomie sujet-objet. Et donc, ça, c'est un autre cadre que Nietzsche s'efforce de nous fournir avec les outils de nous défaire, de s'échapper de ce modèle. Donc, c'est étroitement rattaché au thème, et donc je reviendrai à l'instant, de l'homme. Donc, l'idée du sujet dans l'opposition sujet-objet est rattachée, du point de vue de Nietzsche, à cette foi, à un certain point historique qu'on en est venu à avoir en l'homme. Donc, c'est quelque chose auquel je reviendrai. Quatrièmement, donc le quatrième trait caractéristique, et puis le troisième, si on veut pour poursuivre l'image, le troisième niveau de captivité qu'on peut voir que Nietzsche vise nous permettre de s'évader, c'est la captivité par la dialectique hegelienne. Et donc, ce point est particulièrement important au niveau de sa réflexion sur le nihilisme, où il y a cet aspect de l'attitude philosophique de Nietzsche qui vise à avoir une réflexion conceptuelle et rigoureuse sans pour autant se faire englober par un mouvement dialectique englobant. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit dans de maintes contextes, à de maintes reprises, mais c'est, comme je dis, une question pour lui d'avoir les outils discursifs, les outils dans la pensée, pour avoir une réflexion qui tire les conséquences conceptuelles du propos, sans pour autant se faire, comme je dis, avaler par un mouvement dialectique englobant. Et donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on a une pensée qui peut faire référence à l'altérité. Et donc, l'idéal de la dialectique hegelienne, c'est qu'on peut englober tout ce qui est rationnel, tout ce qui est réel, toute l'histoire, dans une seule perspective, à partir d'un seul principe, faisant en sorte que toute différence, dans un sens radical, doit être écartée. Alors, ça, c'est une des motivations profondes de Nietzsche, c'est de faire en sorte qu'il invente les moyens, les stratégies, faisant en sorte que son discours peut mener une réflexion conceptuelle rigoureuse sans pour autant se faire rapatrier à un contexte dialectique. Alors, le problème, le défi, c'est de faire en sorte qu'on résiste à Hegel sans tenter de le réfuter. Donc, si on réfute, si on s'oppose à Hegel, on vient de perdre le jeu. C'est-à-dire on vient d'être assimilé au modèle hegelien. Et la façon, donc, dans la grille que je développe, Nietzsche, principalement, la façon qu'il fait, c'est en fonction d'un appel au comique. Et donc, il attribue une valeur philosophique au rire. Donc, l'idée, c'est qu'il développe des outils discursifs qui ont un effet sur le lecteur. L'effet d'une secousse, d'un choc, l'effet que, de façon emblématique, on veut décrire comme étant « ça fait rire ». Et donc, il y a une dimension de la pensée de Nietzsche où ça a la structure d'une blague. C'est-à-dire, comprendre Nietzsche, c'est pas comme comprendre une théorie logique, un axiome logique, ou comprendre quelque chose de purement théorique. C'est plutôt quelque chose comme comprendre une blague, comme de pogner une blague. Et la chose, donc, c'est pas par désinvolture non plus, parce qu'une
un des aspects importants de la pensée de Nietzsche, c'est de faire en sorte qu'on peut résister à la dichotomie entre le sérieux et puis le rire. Donc, la chose la plus sérieuse au monde, c'est de pouvoir rire. Donc, c'est rattaché à ce type de considération qui nous emmène vraiment proche du centre de la pensée de Nietzsche. Donc, ça, c'est pour la grille en général conceptuelle que je suis en train de développer. Maintenant, pour tenter de voir ce que ça fait face au concept du nihilisme. Où est-ce que j'en suis pour le temps? Oh, je suis pas habitué à... D'accord. Donc, très rapidement, donc les deux dimensions du concept de nihilisme que je veux dégager. Il y a un premier degré du concept de nihilisme, et là, on voit la motivation que Nietzsche a de résister à la dialectique hegelienne, tout en étant conceptuellement rigoureux. On le voit au niveau d'une réflexion sur le champ sémantique auquel appartient le concept de nihilisme. Et donc, ce qu'on trouve chez Nietzsche, si on lit les textes attentivement, il est alerte au fait que le nihilisme et puis croire appartiennent à un seul champ sémantique. C'est-à-dire c'est un dyade interne, comme le haut et le bas. Et donc, il y a cette réflexion sur le fait qu'on doit déstabiliser le fait que le concept fonctionne. Et donc, la lecture de Nietzsche la moins intéressante, ce serait de dire Nietzsche est contre le nihilisme. Donc, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. En fait, il y avait le magazine littéraire, il y a quelques années, ont publié un volume Nietzsche contre le nihilisme. Mais ça, c'est absolument ridicule. C'est-à-dire que ce serait de dire qu'il est essentiellement en train de l'affirmer par la bande. Et donc, il y a cette réflexion au premier degré où lorsque Nietzsche parle du nihilisme en fonction de cette attitude vers le néant, ce désir du néant, ainsi de suite. Ce que je veux souligner, c'est qu'il faut lire la chose avec une épaisseur discursive, faisant en sorte qu'il y a une indétermination. On doit être alerte dès que Nietzsche semble être contre quelque chose. C'est un signe qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans le texte. C'est un signe qu'il y a là une espèce de nœud d'indétermination. Donc là, je pourrais prendre le détail parce que je vais aller au deuxième point rapidement, mais il y a ce premier niveau où il y a l'idée qu'on doit voir ça, l'idée d'affirmer rien, c'est une blague. C'est-à-dire l'idée d'affirmer rien. C'est quelque chose, même juste au niveau de la sémantique, c'est quelque chose qui est intenable. Alors ça, c'est un ensemble de considérations à ce niveau. Le deuxième, c'est un deuxième niveau de lecture, l'association qu'on doit faire entre... c'est une association entre le nihilisme et la catégorie de l'homme. Donc, il y a un rapprochement que Nietzsche fait entre le christianisme et le nihilisme. Il y a un rapprochement, mais une distinction également. Et on peut voir les deux comme étant en succession généalogique, où le christianisme en tant que réalité culturelle, en tant qu'ensemble de capacités culturelles, ont été succédés par la croyance en l'homme comme un ensemble de capacités conceptuelles. Et ce que je voulais suggérer, c'est en faisant intervenir un peu un axe de lecture qu'on trouve chez Charles Taylor au niveau de sa lecture, sa généalogie de la sécularité, c'est de voir le christianisme ou la croyance en Dieu et l'anthropologie ou la croyance en l'homme comme étant des capacités culturelles positives. Pas, donc, là où on en est venu au point où on a passé du christianisme à la croyance en l'homme, ce n'est pas une perte qui a eu lieu. Donc, pour arriver au christianisme, du christianisme au nihilisme, il faut voir la chose comme un acquis culturel. C'est-à-dire qu'on a appris à pouvoir ne pas croire en Dieu. Et le point du Nietzschéen, à mon avis, c'est qu'il se situe du point de vue d'une transition où il perçoit qu'on est sur le point d'apprendre à ne plus croire en l'homme. Et ça, c'est un peu l'orientation qu'il a. Donc, le nihilisme, paradoxalement, ça a une fonction d'une capacité positive, pas une absence de croyance, mais plutôt un ensemble de capacités culturelles qu'on a dû historiquement acquérir et qui nous ont permis
d'être capable de ne plus croire en Dieu, et que maintenant, on est en train d'apprendre à ne plus croire en l'homme. Et donc là, je vous le cache pas, c'est un peu, à mon avis, la source de l'archéologie de Foucault également, parce que sa façon de faire l'histoire du discours est basée sur cette espèce de moment qu'il a perçu chez Nietzsche, hein, sans trop le thématiser. Il y a une époque du christianisme où on peut diagnostiquer la mort de Dieu, et on est rendu à un point où, avec le nihilisme, on est sur le point de pouvoir diagnostiquer la mort de l'homme. Donc, c'est sur ce plan où je crois que la réflexion sur le nihilisme chez Nietzsche a sa pertinence contemporaine, hein, où, au niveau de tous nos pratiques actuelles, on est clairement dans une période de transition qui se prépare depuis longtemps, mais qui est en train de s'opérer de façon de plus en plus rapide. Et ça nous prend les outils pour concevoir ce que sera notre prochaine croyance. Je peux peut-être faire comme ça. Ben, si je vais faire le dernier point que j'allais faire, c'est une suggestion à propos, j'ai été très rapide pour rien, mais j'ai une suggestion que je voulais faire juste au niveau de la réflexion du rapport entre Nietzsche et la dialectique. Et donc, souvent, les lecteurs de Nietzsche vont simplement mettre Nietzsche en opposition à la dialectique hegelienne. Mais sur la base d'une réflexion sur des concepts tels que le concept du nihilisme, où on voit une espèce de progression historique, hein, où il y a un lien à faire entre le christianisme et le nihilisme, par exemple. La suggestion que je voulais vous proposer, c'est qu'on peut voir Nietzsche comme étant non pas opposé à la dialectique hegelienne, mais comme étant son envers. Hein, comme étant la pensée de Nietzsche, c'est la dialectique tournée à l'envers, comme on tourne un gant à l'envers. Hein, parce que c'est une réflexion qui porte sur des sémantiques, des champs sémantiques conceptuels qui est par moments très difficile de distinguer d'une réflexion dialectique, mais plutôt que d'avoir un système clos et fermé, c'est comme si on a cette réflexion, comme si la dialectique, on était à son dehors. Et le même type de réflexion peut se faire, sauf renversé. Donc ça, c'était un peu juste le point où je voulais déboucher sur une réflexion plus générale. Mais je vous remercie, je suis désolé pour votre patience pour la maladresse du temps, etc. Ouais.